On est le lundi 19 octobre, il est 12h46, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. Pour commencer, je n'ai rien lu, donc ça commence très bien. Je vais m'y mettre cet après-midi, je vais me faire une grosse session pour avancer dans le prieuré de l'Oranger parce que voilà, il faut vraiment que j'avance dans cette histoire, sinon ça va me prendre encore des siècles. J'espère pouvoir le lire dans la semaine, mais bon, c'est pas garanti, hein. Il fait quand même presque 1000 pages, donc voilà, je vais faire ce que je peux, mais je vous promets rien. Par contre, j'ai quand même un truc intéressant à vous montrer. J'ai reçu un colis. Au début, je croyais que c'était Tibère parce que j'ai reçu un mail ce matin me disant que mon colis Tibère, donc ma contrepartie de la campagne de financement participatif Ulule, était en route. Et je me suis dit, bah c'est bizarre, je reçois le mail pour me dire que c'est en route. Et en fait, là, je l'ai dans la boîte. Et après, je me suis rendu compte que sur le carton, il n'y avait rien d'écrit en fait. Enfin, il y avait une enveloppe avec mon adresse, mais il n'y avait pas écrit Tibère ni rien. Et je me suis souvenu d'autre chose que j'ai demandé, enfin commandé. Waouh! Oh là là, c'est magnifique, trop beau. Donc c'est effectivement un print. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a... Ah si. Voilà. Il y a du foil. Oui. Il est magnifique. Oh là là. Incroyable. Trop beau. Ça, c'est celui qu'il y a sur la couverture d'Orgueil et Préjugés, le pan. Oh, c'est trop magnifique. Je me demande si ça, c'est pas la couverture des Hauts de Hurlevent. Waouh. Je suis fan. Franchement, ces illustrations sont incroyables. Sur du papier à dessin. Oh là là, c'est trop beau. Je vais les remettre dans l'enveloppe pour pas les abîmer. Ça mériterait presque d'être encadré, en fait. Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. En hardback, il est magnifique. À l'intérieur, on a une illustration et la première page est illustrée aussi. Le reste n'est pas illustré, mais la première page est illustrée et franchement, cette édition elle est juste incroyable. Je n'ai jamais lu Les 4 filles du Dr March et je n'ai jamais vu les adaptations non plus, du coup ce sera l'occasion. Parce que c'est une histoire, c'est un classique, donc évidemment ça m'intéresse quand même. Et le deuxième... Je pense que ça doit être mon deuxième roman préféré après Orgueil et Préjugés. C'est Jane Eyre de Charlotte Brontë, donc dans la collection toujours Cranford aux éditions RBA. Il est magnifique, en plus il est bleu, j'adore le bleu. Avec toujours à l'intérieur une illustration et la première page de texte illustrée également. Mais Jane Eyre, je l'ai déjà lu et j'ai vu quasiment toutes les adaptations possibles et imaginables, il me semble. Je vais les ranger du coup dans ma bibliothèque. Je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Je vais aller manger parce qu'il est presque 13h et que je n'ai pas encore mangé. Je vous retrouverai un petit peu plus tard dans l'après-midi, peut-être en début de soirée pour vous dire où j'en suis. Dans ma lecture du Prieuré de l'Oranger que normalement je vais avancer. Il est 19h07, je vais aller manger. Mais avant ça, je vous retrouve pour faire un petit point sur ma lecture. Je suis arrivée à la page 75, chapitre 5. J'ai pas énormément avancé. Là, j'ai lu 2 ou 3 chapitres, je crois. Sauf que j'ai failli m'endormir avant la fin du chapitre 2. J'étais épuisée, j'en pouvais plus. Allez, il me restait une page et je lisais 15 000 fois la même ligne et j'avais le nez qui piquait dans le bouquin. Rien à voir avec l'histoire, hein, parce que c'était intéressant et tout, mais je sais pas, j'ai eu un gros coup de barre juste après midi, en fait, juste après avoir mangé. J'ai tant bien que mal terminé mon chapitre. Je me suis fait du thé, j'ai bougé un petit peu, histoire de voilà, me détendre les guibolles et me réveiller un peu. Et donc je me suis remise là en fin d'après-midi, vraiment, du coup j'ai lu 2 chapitres. J'ai calculé, pour pouvoir finir le roman cette semaine, il faut que je lise au moins 140 pages par jour. Donc là je suis à 74. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire à manger, aller prendre ma douche et ensuite je vais me mettre au lit et je vais lire avec de la musique dans un casque. Comme ça je suis déconcentrée par rien d'autre. Et puis on va voir jusqu'où je peux aller quoi, avant que cette fois-ci mon corps me dise ok c'est bon, ciao, bye, maintenant c'est l'heure de dormir. Étant donné que j'ai légèrement somnolé cet après-midi, ça devrait aller, je vais pas non plus je pense tomber comme une masse tout de suite en allant me coucher, j'espère. Pour l'instant, chapitre 5, on alterne entre 2 lieux. On est d'un côté à l'est et de l'autre côté à l'ouest. On a d'un côté un Reynôme, qui est donc dirigé par une reine, qui est en fait dirigée par des reines de mère en fille. Ça me fait penser un peu à l'automne des magiciens. On a une reine qui a une fille qui deviendra reine, qui a une fille qui deviendra reine, etc. etc. Et là, on a la dernière reine qui pour l'instant n'est pas encore mariée. Elle a 28 ans, je crois. Du coup, la question c'est quand est-ce qu'elle va se marier pour faire une héritière, pour être sûre que le royaume prospère, parce que le problème c'est qu'il y a une légende, une prophétie qui dit que le jour où il n'y aura plus de reine sur le trône, le sans nom, donc le gros méchant vilain pas beau, reviendra des ténèbres et sèmera la désolation sur le monde entier. Et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Ead, qui elle est issue d'un milieu assez pauvre et qui a été sélectionnée pour... qui a été offerte, entre guillemets, plus ou moins offerte en cadeau à la reine en fait, pour devenir une de ses
demoiselle d'honneur, donc une de ses suivantes, et qui maintenant a été promue et qui est encore plus proche de la reine. Voilà, elle fait partie des gens qui la servent vraiment de très très près. D'après la première scène dans laquelle on la rencontre, elle serait aussi l'assassin privé de la reine. Enfin, en tout cas, elle est chargée de sa protection très très rapprochée, puisque au moment où on la rencontre, elle trucide un assassin qui était venu assassiner la reine dans son sommeil. Pour l'instant, j'en sais pas plus. On a aussi, toujours de ce côté-là, à l'ouest, je crois que c'est... Ouais, on est à l'ouest, hein, là, avec cette histoire de Rhénome. Et on a un jeune homme qui était assez proche de Ehad. Ils étaient assez proches, ils étaient très bons amis, sans qu'il y ait des sentiments plus amoureux, on va dire, entre eux. Et lui est parti du jour au lendemain, quasiment, il a disparu. On sait qu'il est parti, mais on ne savait pas pourquoi jusqu'à présent. Et en fait, il se trouve que ce jeune homme est également très proche de la reine. Ils sont, pareil, devenus très très bons amis. C'est limite son confident, son meilleur ami. Le problème étant que la reine ne peut épouser, bien entendu, qu'un prince. Et que lui, n'étant qu'un... qui est parti de la bourgeoisie, on va dire. Mais voilà, il n'est pas assez haut gradé dans le système pour prétendre à épouser la reine. Il en a pas envie d'ailleurs, hein. Ils sont juste amis, voilà, ils s'entendent très très bien, mais il n'y a rien de plus entre eux. Et bah du coup, il est envoyé très très loin en mission diplomatique, vraisemblablement, pour essayer de tâter le terrain chez les lointains voisins qui seraient plus ou moins en train de fomenter un complot envers la reine. Donc il est envoyé pour essayer de dénouer tout ça, sauf que concrètement, ils l'ont dégagé parce qu'il faisait de l'ombre aux éventuels prétendants de la reine. Mais là, donc on vient juste d'apprendre ça, donc on va suivre lui aussi un petit peu. Donc lui, il s'appelle Loth, et à l'est, on a pour l'instant un personnage qui s'appelle, je me souviens plus son prénom, ah non, on a deux personnages. On a le fameux gars dont je vous parlais là, qui a débarqué clandestinement sur une île, et qui a été recueilli et caché, et là il y a des soldats qui débarquent, et le problème c'est que il y a une histoire de maladie rouge, le mal rouge ou quelque chose comme ça, qui potentiellement peut être dangereux et qui ne doit surtout pas se répandre, et en gros les gens qui arrivent clandestinement sur l'île sont exécutés au cas où il serait porteur de cette maladie. Donc le mec, il faut absolument qu'il se cache, et d'ailleurs ce gars-là, le fameux clandestin là, je viens d'apprendre qu'en fait il était lié à la partie ouest de l'histoire, puisqu'il est c'était un palefrenier, je crois, qui fricotait un peu avec une des demoiselles d'honneur de la reine. Et apparemment, il y a un truc entre ce palefrenier et la demoiselle d'honneur. Ils étaient sur un projet, je sais pas exactement quoi. Pas contre la reine, apparemment, mais voilà, ils avaient un truc tous les deux. Ils étaient amoureux déjà de base, mais en plus ils avaient un projet politique, mais j'en sais pas plus pour l'instant. Et Ehad vient juste de le découvrir. Et donc, je repars à l'est. Donc, on a ce fameux mec là, clandestin, qui a débarqué sur l'île. Les soldats débarquent chez le chirurgien chez qui il s'est planqué pour fouiller les maisons, parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait des pirates pas très loin, et que la porte, qui est censée toujours rester fermée, était ouverte. Donc quand ils ont découvert que la porte était ouverte, ils se sont dit que quelqu'un avait dû s'introduire dans l'île, donc ils sont à la recherche d'éventuels clandestins, sauf que quand ils fouillent à la maison du chirurgien, ils trouvent personne. Donc je ne sais pas, apparemment ce mec-là, Sulliard, il s'appelle je crois, a réussi à se cacher mieux, ou à fuir, je ne sais pas. Et donc parallèlement à ça, toujours à l'est, donc en fait on a deux histoires d'un côté et deux histoires de l'autre pour l'instant. On a Tanyé qui vient de finir ses études. Alors ne me demandez pas ce que c'est comme études, parce que pour l'instant j'ai pas tout bien compris au niveau de la grande école qu'elle fréquentait. En tout cas elle vient de finir ses études. Apparemment il y a 4 grandes écoles. On est au jour de la sélection, je crois. Ce jour-là, on a un général des armées, je dis des armées, mais enfin un capitaine même, je crois, de la garde de l'eau, je crois que c'est ça que ça s'appelle, la garde de la haute mer. Je vais y arriver, hein. C'est pas évident, il y a beaucoup d'informations. Je suis pas perdue, je sais où je suis. Quand je dis dans l'histoire, je sais où je suis, mais pour vous le réexpliquer, c'est compliqué, hein. On a donc le capitaine de haute mer qui vient attribuer des places aux meilleurs élèves, en gros. Et donc on a une partie des élèves qui va devenir garde de haute mer et qui va avoir la possibilité de travailler conjointement avec des dragons. Et cette année en plus, ça fait c'est une sélection un peu particulière, parce que tous les 50 ans, les dragons ont accepté que certains parmi eux se laissent chevaucher par des humains pour faire des équipes. Et voilà, dans le but de, si jamais il y a de nouveau, je crois que c'est le grand chagrin qu'ils ont appelé ça. Alors je n'en sais pas plus pour l'instant, je sais pas ce que c'est, mais vraisemblablement ça a l'air d'avoir été une grande guerre au cours de laquelle les dragons et les humains se sont alliés pour vaincre un mal plus grand. Dans le but de pouvoir continuer à s'allier de cette façon, tous les 50 ans, les dragons acceptent de devenir les montures
même si le mot monture n'est pas adapté, je sais pas encore exactement comment fonctionne ce lien entre le dragon et la personne qui monte sur son dos, mais voilà. Et donc cette sélection-là de maintenant, c'est une des fameuses sélections qui a lieu tous les 50 ans, ce qui fait que Tane, elle est recrutée dans le groupe des gardiens de haute mer et va avoir la possibilité de participer à des épreuves pour, en plus d'être gardienne de haute mer, avoir l'occasion et l'opportunité de devenir cavalière de dragon. Quelque chose comme ça, voilà. Alors, je n'ai absolument aucune idée pour l'instant de ce que ça implique et de quel est le rôle exact des gardiens de haute mer, à part protéger la cité, les cités environnantes des éventuels pirates ou ce genre de choses. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Et on a, au-delà de tout ça, une histoire qui date d'il y a très 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 longtemps, à l'époque où un dragon, enfin je pense que c'était un dragon, en tout cas ce qu'ils appellent maintenant le sans nom, est venu à la vie et en fait a semé la désolation. Et il a été très très grièvement blessé par l'ancêtre de la reine de l'Ouest, très très lointains ancêtres de la reine de l'Ouest, et depuis ce jour-là, le sans nom, il est plus là, mais il y a moyen qu'un jour peut-être il revienne. C'est dans ce but-là que les gens s'allient, créent des alliances afin d'éviter que le sans nom ne revienne, et on a à côté de ça des communautés, des peuples qui eux vénèrent ce fameux sans nom, donc voilà, on a toujours les rebelles d'un côté et de l'autre. Alors après je dis que c'est des rebelles, mais au final pour l'instant, comme je viens juste d'entrer dans l'histoire, je ne sais pas qui a tort, qui a raison, qui sont les gentils, qui sont les méchants. Vraisemblablement ça paraît assez évident, mais on sait jamais. C'est vachement bien, j'apprécie énormément, comme dit pour l'instant je me perds pas, je suis dans les 100 premières pages donc ça va, je suis pas perdue. Les personnages sont intéressants, l'histoire est intéressante, la mythologie créée par l'autrice est assez intéressante, bien que pour l'instant j'ai pas suffisamment d'informations pour vraiment l'apprécier entièrement, donc j'espère qu'au fur et à mesure je vais avoir un peu plus d'infos pour bien tout comprendre, parce que voilà, comme je vous ai dit, il y a certains trucs que j'ai pas encore trop les subtilités, mais je pense que ça va venir au fur et à mesure de l'histoire. Donc je vais m'y remettre. J'espère que je vais réussir à lire mes 140 pages aujourd'hui. Si je pouvais lire un peu plus de 140 pages, ce serait bien, parce que comme vous le savez, le mardi c'est mon jour de nocturne, et comme je ne rentre qu'à 19h30, je vais peut-être pas pouvoir lire tant que ça demain. Du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui, puis je vous retrouverai demain pour vous dire où j'en suis dans ma lecture. On est mardi, il est 19h40. Hier, j'ai calculé, et ça je crois que je vous l'ai déjà dit, que pour réussir à finir le prieuré de l'Oranger cette semaine, il fallait que je lise minimum 140 pages par jour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sectionné le roman. Donc hier, je suis arrivée à la page 150. Franchement, j'apprécie énormément ma lecture. C'est super fluide, j'apprends pas mal de choses sur la mythologie. D'ailleurs, je connais l'origine maintenant du dragon et le mythe un peu qui a fondé le pays dans lequel on se trouve, en tout cas pour la partie ouest, mais il y a quand même des mystères qui entourent cette légende, parce que vraisemblablement il y aurait plusieurs versions, notamment celle que Ehad raconte parce que la reine lui demande, et la version que Ehad elle-même connaît et celle en laquelle elle croit, qui serait légèrement différente et dont le héros serait en fait une héroïne. L'autrice s'est inspirée du mythe de Saint Georges, je crois, qui est le mythe fondateur de la Grande-Bretagne, il me semble, quelque chose comme ça. Dès le départ, on sait que Ehad, elle a un truc étrange, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se passe avec elle, et effectivement elle a des pouvoirs magiques qui lui viendraient du fameux oranger qui se trouve au prieuré, là où elle a vécu une grande partie de sa vie, d'après ce que j'ai cru comprendre, et elle utilise ses pouvoirs pour protéger la reine. Et là on a assisté à une scène, mais alors épique, je l'avais trop dans la tête, c'était hyper filmographique, enfin c'était vraiment génial. J'ai eu l'impression que j'ai suivi un petit peu plus Ehad et le côté court de l'Ouest que pour l'instant Tane avec ses histoires d'apprentissage et de dragons et de gardiens de haute mer. Du coup pour l'instant je suis un peu moins intéressée par cette partie-là, mais parce que je l'ai moins côtoyée, j'ai eu l'impression. Après il y a aussi le côté Niklaes et Souliard, vous savez le mec qui a débarqué clandestinement sur l'île, et là pareil, il s'est aussi passé un gros rebondissement dans les chapitres que j'ai lus hier, donc voir où est-ce que ça nous mène. Une menace s'est réveillée hier, et ça a donné lieu à cette fameuse scène absolument incroyable. Voilà, c'était trop bien. J'adore le style, j'adore l'histoire, les personnages sont vraiment sympas. Pour l'instant, il n'y a pas de personnage que j'apprécie pas vraiment. C'est plutôt cool, je suis contente, on dirait pas, mais c'est un bon morceau quand même. Puis j'ai lu tout ça quasiment hier soir. Donc je suis vraiment contente. Preuve que ça avance quand même vachement vite. Même s'il y a énormément de pages, c'est très très fluide. Et puis quand j'ai commencé un chapitre, mais je suis embarquée quoi. Donc je suis vraiment vraiment contente. Je vais pas vous en dire plus pour aujourd'hui. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. On est mercredi. Il est
18h40. Écoutez, franchement, je suis trop fière de moi. J'ai réussi, hier, à lire mes 140 pages. Je suis là, page 280. Je vais pas pouvoir vous en dire plus, en fait, je vais pas mal vous reprendre au fur et à mesure de la semaine pour vous dire où j'en suis, mais concrètement, je peux pas vous dire plus que ce que je vous ai déjà dit sur l'histoire, parce que ce serait vous spoiler, ce que j'ai absolument pas envie, parce que franchement, je m'éclate. Il y a un petit truc que j'avais vu venir. Un des royaumes anciennement alliés s'est converti à la foi du sans-nom, donc le fameux dragon. On a des personnages qui se retrouvent sur ce territoire et qui, tant bien que mal, même si c'est pas leur rôle au départ, vont essayer de découvrir plus ou moins ce qui se passe, comment ils en sont arrivés là, etc. On va rencontrer l'héritière et il y a un truc qui m'a chiffonné quand j'ai rencontré ce personnage. J'avais raison, enfin, vraisemblablement, parce qu'il peut toujours y avoir un retournement du retournement de situation. Je pense qu'on est pas mal parti, et alors, mais franchement c'est incroyable, parce que du coup on est à plusieurs endroits en même temps, avec plusieurs personnages en même temps. Chacun vit son aventure de son côté, mais en même temps tout est lié, parce que tel personnage qui va faire ceci va entraîner que ailleurs un autre personnage va peut-être faire cela. Franchement, c'est hyper bien construit et tout est logique et je me perds pas du tout. Je sais qui est qui, je sais où on se trouve à quel moment de l'histoire. C'est vraiment, franchement, très 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 cool. J'ai reçu, comme prévu, un petit colis. Tadam, Roméo et Juliette de William Shakespeare, aux éditions Thibert, et illustré par Livia Pastre, pardon. Donc comme tous les romans des éditions Thibert, voilà. Alors par contre je suis dégoûtée, la police du titre sur le dos n'est pas la même. Le dos est tissé, c'est un hardback, les end pages reprennent les citations de la pièce. Toutes les pages sont illustrées au niveau des marges et on a en plus des illustrations en noir et blanc et des illustrations en couleur. Je sais pas quoi dire. Comme d'hab, Thibert fait un boulot de malade. Ils sont extrêmement bons, ils sont extrêmement doués. Ils n'ont pas un catalogue très très fourni, mais alors... Je comprends pourquoi quand tu vois la qualité et le temps de travail que ça demande. Les illustrations, c'est pas forcément un style qui me tape à l'œil particulièrement, mais je trouve que ça fait très classique et que c'est extrêmement bien adapté à l'histoire qui est racontée. En plus, avec ça, j'avais un sticker. J'avais également la petite carte. Il y a toujours une petite carte illustrée qui correspond au roman avec les coordonnées de la maison d'édition à l'arrière. On a un très très large marque-page avec de nouveau l'illustration qui correspond, j'ai dit au roman, mais vous avez compris, au livre. On va faire simple. Voilà, avec à l'arrière la bibliographie des éditions Thibert. Et on a aussi un ex-libris. C'est une carte en fait. Une carte sur du papier à dessin. Incroyable. Voilà, c'est magnifique. Je vous retrouve demain. Et puis pour vous dire un petit peu voilà, où j'en suis, ce que j'ai fait, etc. Et voilà. À demain. On est jeudi, il est 8h52. L'avantage de ne pas aller bosser, enfin, de bosser mais depuis la maison, c'est que je peux vous prendre tôt le matin. Hier soir, j'ai réussi à lire mes 140 pages et j'aurais même pu lire un petit peu plus. Voilà, donc je suis à la page 427, chapitre 34. J'ai atteint la deuxième partie. J'adore toujours autant. Voilà, je suis tellement bien dans l'univers, ça me plaît tellement que j'en avais presque oublié que c'était de la high fantasy et qu'à tout moment il pouvait se passer une catastrophe. Et l'autrice me l'a bien rappelé, on a 4 morts en l'espace de des 140 pages que j'ai lues hier. Et sur les 4 morts, il y en a 2 qui sont des personnages, je vais pas dire principaux, mais on va dire importants, qu'on apprend à connaître un petit peu au fil du déroulé de l'histoire et que j'appréciais énormément. Voilà, donc je suis un petit peu triste. Mais bon, c'est la vie, hein. Voilà. Ils sont tous plus ou moins lancés dans une quête. Enfin, il y en a qui sont lancés dans une quête, il y en a d'autres pas vraiment, mais bon, ils ont quand même un but assez commun au final et dangereux. Donc bon, ça paraît logique qu'il y en a certains qui meurent. Mais quand même. Voilà, donc bon. C'est comme ça. Je vais essayer de lire ma partie pour aujourd'hui. Donc c'est cette partie qui me fera normalement arriver au chapitre 44. Donc j'ai 10 chapitres à lire. Normalement,
Ça devrait le faire, étant donné que bah, voilà, je suis à la maison toute la journée. Même si là, il est bientôt 9h, je vais commencer à bosser à 9h et jusqu'à midi. Il est 19h12, j'ai lu un chapitre aujourd'hui, cet après-midi donc. Ce matin, j'ai bossé comme je vous l'ai dit. J'ai regardé Hercule Poirot à la télé en même temps. J'adore cette série, ne me jugez pas. Je suis une petite mamie qui adore regarder Hercule Poirot, c'est comme ça. Avec son petit thé juste à côté. Bref, donc j'ai lu un chapitre du Prieuré de l'Oranger. Je suis page 449. Alors je me suis rendu compte, je vous en ai pas parlé ce matin, mais je me suis rendu compte que les passages que je préférais, c'était les passages où on était justement avec Ead et la reine Sabran. J'aime aussi les passages où on est avec Loth, mais là j'ai l'impression qu'on va le voir un petit peu moins maintenant. Il s'est passé un truc dans les chapitres que j'ai lus hier qui font que peut-être on va le voir moins. J'espère pas, parce que c'est un personnage que j'apprécie quand même pas mal. Et en gros, les moments que j'aime moins, c'est quand on est avec Nicklaes et ou Tané. C'est vraiment étrange parce que c'est dans ces moments-là, enfin, surtout les moments où on est avec Tané, où on voit le plus de dragons. Quoique, maintenant, ça commence à s'envenimer un petit peu aussi du côté de Aska... C'est quoi le nom de la cité? Ascalon? Je crois que c'est ça. Attendez. C'est ça, Ascalon. Donc, je pense que je vais voir aussi de plus en plus de bestioles bizarres, y compris des dragons. Donc c'est plutôt cool. Voilà, j'ai pas avancé énormément dans... J'allais dire dans l'intrigue, mais si en fait. Dans le chapitre que j'ai lu ce matin, enfin début d'après-midi, il y a eu... Enfin voilà, il s'est passé un truc qui va débloquer aussi pas mal de choses et qui... Malheureusement, le chapitre se termine sur une note pas très très positive pour un des personnages, donc... Je crains un peu pour la suite. Je vais essayer de continuer un petit peu ma lecture, mais je vous retrouverai quand même très très rapidement demain pour vous dire si j'ai réussi à lire mes 140 pages pour aujourd'hui. Et puis voilà, vous dire ce que j'en pense dans l'avancée de l'aventure. À demain. On est vendredi, il est 19h15. J'ai réussi à lire mes 140 pages. Mais j'aurais pas pu aller plus loin. Autant mercredi soir, j'aurais pu aller plus loin, mais je les ai finis à 1h20. Ouais, du matin. Donc je me suis dit, j'avais envie de continuer, mais je me suis dit, bon, on va pas abuser non plus, surtout que le lendemain, bah, fallait quand même que je me lève pour bosser, même si je bossais depuis la maison. Donc voilà, j'ai été raisonnable et je suis allée me coucher. Par contre, hier, le livre a eu ma peau. Enfin, le livre a eu ma peau. C'est pas péjoratif ce que je dis. Au contraire, voilà, l'histoire, j'aime toujours autant l'histoire, enfin, tout va bien. Mais c'est juste que hier, arrivé au dernier chapitre que je devais lire, je commençais à sérieusement piquer du nez et il y a une ou deux phrases que j'ai relues plusieurs fois parce que j'avais tendance à avoir la tête plus lourde que le reste de mon corps. Je suis arrivée et j'ai dépassé la moitié, ça y est, wouhou! Je crois que je suis à 59%, quelque chose comme ça, je suis à la page 565, chapitre 44, voilà. Donc je continue à mettre mes petits post-it, toujours à des endroits un peu soit rigolos, soit une phrase. Ah, il y a une phrase, il faut que je vous la lise, il faut juste que je la retrouve. Elle m'a marqué très très positivement. C'est une phrase, je trouve, qui a un très très beau message. C'est une phrase trop courte, hein. Franchement très très courte. Mais c'est pas parce que parfois je mets des post-it pour un paragraphe entier ou pour une scène entière. Ça m'arrive, je mets des post-it au moment où il y a une légende qui est racontée. Parce que le bouquin est parsemé de certains passages où un personnage raconte une légende en particulier. J'aime bien mettre un petit post-it à ces endroits-là. Et là, la phrase que j'ai notée, c'est « Il n'était pas normal qu'une femme en vînt à redouter de n'être point suffisante ». Je suis toujours au même niveau par rapport à mon engouement concernant certains passages plus que d'autres. Il y a un élément concernant un personnage, concernant Tané, donc le personnage que j'aime un peu moins. C'est pas que je l'aime pas, hein, je l'aime énormément aussi, mais je trouve que c'est plus intéressant et plus dynamique de suivre les autres personnages. Et ben je crois bien qu'elle a un lien avec un autre personnage que je viens de rencontrer concrètement, mais dont j'entends parler depuis le début. Et je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant, bien que je n'ai absolument aucune idée de la façon dont ces deux personnages pourraient être liés. Mais je pense que ça pourrait être quelque chose de sympa. Et en plus, Tané n'est plus dans la situation dans laquelle elle était avant. Là, il y a eu un événement qui s'est produit du côté de Tané qui fait qu'elle a complètement changé de destin, de futur. En fait, son futur a totalement changé. Du coup, on la suit sous une autre perspective, ce qui est aussi intéressant, voire peut-être même plus intéressant. Alors, il y a moins de dragons, mais
mais c'est quand même intéressant. J'ai très très hâte de continuer, surtout que j'ai terminé le dernier chapitre qui me restait à lire hier par des retrouvailles entre deux personnages que j'attendais énormément. Ces retrouvailles, ça faisait un petit moment que un des personnages était arrivé à l'endroit où un autre personnage se trouvait depuis quelque temps, mais ils s'étaient pas encore croisés. Et là, ça y est, enfin ils se croisent, et voilà, j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner, parce que je suis pas sûre de comment vont se passer les retrouvailles. Voilà, il y a des éléments qui ont été révélés à un des deux personnages concernant l'autre, qui font que peut-être ce personnage n'a plus le même regard par rapport à l'autre. Enfin bref, voilà, c'est très... Je suis pas sûre que vous compreniez grand chose à ce que je vous raconte, hein, parce que à moins de l'avoir lu et de savoir à peu près de quoi je parle, j'avoue que c'est pas forcément hyper évident. Comme dit, je vais pas faire long feu ce soir là, il est déjà 19h20, et puis je vous retrouverai demain en fin d'après-midi, je pense, pour vous dire un petit peu où j'en suis dans le prieuré de l'Oranger. Et puis voilà, en gros, c'est tout. À demain. On est samedi, il est 17h05. Hier, j'ai lu mes 140 pages du prieuré de l'Oranger. Je ne suis pas allée plus loin que mes 140 pages parce que j'étais fatiguée. Et aussi parce que mon chéri est venu se coucher et que j'avais pas envie de faire comme la dernière fois. J'avais fait me coucher à 1h20, enfin 1h30, pour pouvoir finir de lire dans le salon. Du coup, j'ai terminé le chapitre que j'avais en cours, qui était heureusement le dernier que je devais lire, et je me suis arrêtée là. Je suis page 713, donc il me reste cette partie-là à lire. J'ai atteint les quasiment 75%. Je suis trop contente. Voilà, tout se passe toujours très bien. Voilà, je vous dis la même chose tous les jours, mais c'est parce que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Alors, dans les 140 pages que j'ai lues hier, il y a eu à un moment, alors il y a eu plusieurs scènes d'action différentes, mais il y a notamment une scène qui a débloqué un petit peu le schmilblick, on va dire. Et alors ça m'a pas dérangé du tout, parce que je suis tellement à fond dans l'histoire et je trouve ça tellement fluide et tout, que voilà, ça m'a pas gênée en tant que lectrice, mais j'ai quand même relevé que la résolution de leurs problèmes avait été assez rapide. En gros, on attend qu'il se passe un truc, enfin voilà, qu'ils aient des bâtons dans les roues quand même, plus ou moins. Alors je vais pas dire, hein, depuis le début ils en ont des bâtons dans les roues, hein, forcément, sinon le bouquin il ferait pas presque 1000 pages. Hein. Mais c'est vrai que pour le coup, là, leur plan, du premier coup, ils réussissent à atteindre leur objectif en fait. Donc voilà, c'était un peu... Comme dit, moi ça m'a pas du tout dérangé parce que je suis vraiment bien dans l'histoire et même si je l'ai noté, voilà, ça m'a pas gêné. Mais voilà, c'est quand même un point à relever. Et puis, alors il y avait, vous savez, je vous parlais hier d'un lien entre deux personnages, mais j'étais pas encore sûre de comment ce lien... Hein. Alors il y a effectivement un lien entre deux personnages, mais c'est pas les deux personnages auxquels je pensais. L'un des deux personnages est effectivement l'un des deux auxquels je pensais, mais l'autre n'a rien à voir avec la choucroute. Alors peut-être qu'il y a quand même un lien du coup avec le troisième personnage auquel je pense, ce qui, à mon avis, est fort probable, bien que je vois pas encore trop exactement comment. J'ai une idée, j'ai une théorie, mais voilà, je suis pas sûre, on va voir comment ça évolue. Mais alors, la révélation que j'ai eue là dans le dernier chapitre, ouais, c'est ça, le dernier chapitre que j'ai lu hier. Wow. D'ailleurs, au départ, j'ai été plus choquée que je ne l'ai été par la suite parce que j'avais pas compris, en fait. Quand il y a cette révélation, j'ai cru comprendre un truc, et en fait, c'était pas tout à fait ça. Donc ce que j'avais cru comprendre pour moi, mais c'était genre le cataclysme quoi, ça changeait mais complètement ma perspective de toute l'histoire. Et en fin de compte, là, même si ça explique certaines choses, ça ne change pas non plus complètement l'histoire depuis le début quoi. Donc ouf, parce que franchement, je sais pas comment j'aurais réagi si ça avait vraiment été ça. Mais en tout cas, c'était assez choquant comme révélation, je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, donc c'était plutôt fun, et là par contre, ils sont dans la merde. Hein. Ils sont dans la mouise. Donc voilà, il me reste 280 pages du coup vraisemblablement, puisqu'il me reste les pages d'aujourd'hui et de demain à lire pour atteindre la fin. Donc je dis 280 parce que j'ai calculé à peu près 2 fois 140, mais
Mais je suis pas sûre que pour demain, il reste 140 pages. Donc là, je suis page 713. Et il y a... Parce que tout ça, là, toute cette partie-là, que vous voyez pas, toute cette partie-là, c'est des appendices, en fait. Il y a le personnage de la légende, je bafouille, personnage de la légende. On a un glossaire aussi, et une chronologie. Et puis les remerciements et la note sur l'autrice. Donc, en gros, il me reste cette partie-là à lire. Et donc, je suis page 713. Et cette partie-là s'arrête page 957. Donc, 244. C'est ça, 244 pages. Ouais. Donc, aujourd'hui, je vais lire mes 140 pages. Et puis, demain, il me restera 100 pages. Sauf si j'avance un peu plus ce soir sur ma partie de demain. Voilà. En tout cas, c'est plutôt cool. Je suis contente parce que on a eu des belles retrouvailles entre certains personnages. C'était cool. Des moments un peu plus tendres aussi. On a une relation, une jolie relation qui s'est mise en place entre deux personnages principaux qui est vraiment hyper intéressante et bien construite, j'ai trouvé. Donc voilà, on a ce fameux truc qui s'est passé suite à la révélation incroyable qui fait qu'ils sont emmerdés pour la suite. Donc je sais pas trop comment ils vont se débrouiller. Là, j'ai vraiment du mal à voir comment ils vont faire pour s'en sortir. Et puis on a encore l'aspect du côté de donc Tané et Niklaïs qui pour l'instant sont pas ensemble, mais on a les deux personnages qui sont sur deux chemins, on va dire, différents, mais qui ont quand même un lien avec tout ce qui se passe au niveau d'Ascalon, donc au lieu principal où se déroule l'action, en fait. Et à un moment donné, de toute façon, pour réussir à vaincre le sans-nom, il va falloir qu'ils se réunissent. Il n'y a pas moyen, c'est obligé, parce que ils vont se retrouver chacun avec des éléments différents qui peuvent vaincre le sans-nom, mais uniquement s'ils sont mis ensemble. Donc voilà, c'est un peu... Ça me paraît compliqué. Mais bon, on va voir ce que l'autrice est capable de faire en moins de 250 pages. Voilà. Et comme dit, je suis arrivée à cette fameuse scène là où il y a cette action qui se déroule vite, enfin, qui se résout vite. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais attends, si ça c'est déjà réglé, qu'est-ce qu'elle va faire après l'autrice pendant les 300 pages qui restent? Je me suis dit aussi, à mon avis, elle doit en avoir marre. Et elle s'est dit, allez, c'est bon, vas-y, on leur donne les clés tout de suite, là, voilà, comme ça, c'est fait, c'est fini, on passe à la suite, histoire que je puisse terminer enfin mon putain de bouquin. Mais ça ne se ressent pas dans le style, parce que même si les actions et le déroulé de l'histoire va un peu plus vite au niveau des scènes d'action. D'ailleurs, je pense que c'est un des reproches qu'on peut éventuellement faire à ce bouquin. Pour moi, c'est pas mon cas parce que j'adore le côté ambiance et le côté information sur l'univers, prendre son temps, vraiment à engranger le plus d'infos possible. J'adore aussi les scènes d'action, mais disons que à choisir entre les deux, je préfère le côté très informatif des histoires. Et du coup, ça me gêne pas que les scènes d'action soient rapides. Mais pour le coup, à chaque fois qu'il y a eu une scène d'action dans le prieuré de l'Oranger, ça s'est déroulé très très vite. Genre sur un chapitre. À peine. Parfois, c'était même pas un chapitre entier. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau équilibre entre le nombre de scènes d'action déjà et le nombre de passages informatifs, il y a une grosse différence. Mais en plus, non seulement les scènes d'action sont moins nombreuses, mais en plus, elles sont très très rapides. Donc bon, voilà. Après... elles s'enchaînent quand même. Enfin, je veux dire, même s'il y en a moins que des passages informatifs, là, je dirais, à partir de la moitié, les scènes d'action et les événements s'enchaînent assez bien. Je vais aller lire. Et puis je vous retrouverai plus tard. Il est 23h. Je viens à l'instant de finir ma partie pour aujourd'hui. J'ai lu mes 140 pages pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que je suis fatiguée. Voilà, j'aimerais continuer parce que voilà, on arrive au bout. Il me reste plus que 100 pages, les gars. Il me reste plus que 100 pages. Mais je les lirai demain. J'ai lu quasiment en continu. C'est cool. Il se passe plein de trucs, évidemment. Mais voilà, toujours pareil. Comme je dis, ça me gêne pas parce que j'aime ce rythme et voilà. Mais je trouve que il y a quand même un gros déséquilibre entre les moments où il y a des scènes
d'explication, tout ça qui se déroule, et les moments où il y a une scène d'action. Ça me gêne pas, c'est juste que je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué et je comprends que ça puisse déplaire à certaines personnes. Et je pense que s'il y a un gros reproche à faire à cette histoire, pas pour moi, parce que comme dit, ça me gêne pas, mais je pense que le plus gros reproche qu'on peut faire à cette histoire, et en tout cas les personnes qui n'ont pas aimé le prieuré de l'Oranger, ou qui n'ont pas forcément vraiment énormément aimé, je pense que c'est à cause de ça. Le fait que quand ils se retrouvent dans une impasse, bah en fait ils restent pas longtemps coincés parce qu'il y a une solution qui arrive tout de suite, même si depuis le début de l'histoire, on est quand même, je dirais pas sur un an, mais voilà, en gros l'histoire à peu près s'étale sur une année, je pense. Donc on s'en rend pas forcément compte, bien que, étant donné que le rythme est assez lent au niveau des explications, c'est pas comme dans Le Seigneur des Anneaux, vous savez, il se passe plusieurs années entre le moment où Frodo quitte la comté et le moment où il arrive à Foncombe, par exemple, il se passe plusieurs années, mais en fin de compte, on s'en rend pas compte. C'est redondant, parce que ça va très très vite. Les années qui passent, les mois, les semaines sont mentionnés, mais on s'en rend pas compte. Là, on s'en rend un petit peu plus compte quand même. Donc voilà. Mais comme dit, c'est pas un style de narration qui me gêne. Au contraire, j'adore le fait que ça prenne son temps. Et à la limite, je suis contente qu'ils réussissent à se tirer de leur mauvais pas, entre guillemets, facilement. Parce que je suis quelqu'un qui aime quand tout est bien qui finit bien, entre guillemets. Je sais pas encore comment ça va finir, hein. Si ça se trouve, à la fin, tout le monde va crever et je serai une loque. Mais voilà. Pour l'instant, ça me plaît toujours autant. Voilà, je vous ai énuméré les points qui, selon moi, pourraient faire que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut vous gêner, ben, sachez que dans ce livre, c'est le cas. Voilà, donc je suis arrivée à la page 841, donc il me reste ce tout petit morceau. Je suis trop fière de moi, donc j'ai très très hâte d'être à demain pour m'y remettre. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, et puis je vous retrouverai demain, dimanche, pour la suite et la fin de ce vlog. À demain. On est dimanche, il est midi moins 5, et je viens à l'instant de finir le prieuré de l'Oranger. Je suis trop contente. Je suis trop fière de moi d'avoir réussi à le finir. Voilà, je suis vraiment contente. J'ai adoré, c'était vraiment super. Je ne l'ai pas encore passé dans Copile et je ferai ça un petit peu plus tard, donc je vous reprendrai avant la fin de la journée pour vous dire, pour vous donner ma note. Mais voilà, c'était génial. J'ai adoré la fin. C'était voilà, tout était parfait. Voilà, enfin parfait non parce que voilà, il y a quand même certains petits trucs qui m'ont un petit peu chafouiné, mais voilà, je vous en reparlerai plus longuement dans un update lecture, et puis comme dit, je vous donnerai la note que je vais lui mettre tout à l'heure. Je suis contente, j'ai fini. Trop bien. J'ai publié une story sur Insta tout à l'heure en disant, enfin un peu plus tôt ce matin, en disant bah il me reste que 100 pages, je le finis aujourd'hui, et Samantha Shannon a partagé ma story. Trop classe. Donc voilà, je suis ravie. Je suis trop contente. Donc, normalement, maintenant, je devrais lire le premier tome de La Guerre du Pavot de R.F. Kuang aux éditions Actes Sud. Donc on est sur aussi de la high fantasy inspirée par un univers asiatique. Si j'accroche, je pense qu'il devrait se lire relativement vite. Quand je vais l'ouvrir, je vais commencer à lire, et puis en fonction de la vitesse à laquelle je le lis, je me ferai un planning de lecture ou pas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas spécialement la peine. Je vais pas relire le résumé tout de suite. J'ai pas envie de savoir de quoi on va parler exactement avant de plonger dans l'histoire. Peut-être que je ferai comme pour le prieuré de l'Oranger, je vais le commencer et arriver à peut-être 100-150 pages. À ce moment-là, je relirai le résumé, comme ça vous saurez un petit peu plus de quoi ça parle. Et puis moi, je pourrais vous dire aussi un peu plus de quoi ça parle. Donc je vais essayer de commencer celui-ci aujourd'hui, peut-être ce soir. Mais avant de commencer celui-là, je pense que je vais quand même lire Midi Pile de Rebecca d'Outremer aux éditions Sarbacane, parce que ça va être une lecture très rapide qui fait aussi partie de ma pile à lire pour le Pumpkinton Challenge. Donc voilà, ça me permettra d'avancer quand même dans mon challenge. Mais voilà, c'est une lecture qui va être très très rapide parce que en fait le bouquin, c'est un livre d'images, c'est un album avec voilà, donc vous voyez
À chaque fois, il y a une phrase limite par page, donc ça va être lu très très vite. Mais comme vous pouvez le constater sur les pages ici, vous voyez bien là, c'est tout en papier découpé en fait. Donc il est hyper fragile et juste incroyablement magnifique. Donc je vais bien prendre mon temps pour savourer chaque page, chaque illustration et surtout ne pas les abîmer. On va y aller très délicatement. Je ferai ça sur la table, je pense. Je ne le mettrai pas sur mes genoux, je ferai ça tranquillement sur la table, bien posé à plat. Puis je vous dirai, quand je vous reprendrai tout à l'heure, je vous dirai ce que j'en ai pensé parce que je pense que je l'aurai lu. Et il est 16h15. Je viens de finir Midi Pile de Rebecca d'Outremer. C'était trop beau, voilà. J'ai adoré. Je vais pas forcément le noter parce que c'est pas un roman, donc voilà, ce serait un petit peu compliqué. Mais alors, il est hyper frustrant, ce bouquin. C'est sublime, hein. Mais en fait, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est pas un problème. Ce qu'il y a, c'est que les pages sont tellement fragiles que t'es obligé d'y aller très délicatement, en fait, pour tourner les pages, pour pas abîmer les illustrations qui sont découpées. Parce que parfois, il y a des schémas, des motifs qui sont très fin. Et le problème, c'est que comme il n'y a qu'une seule page, une seule ligne par page, et bah, tu as envie de savoir ce qui se passe à la fin, en fait. Si vous voulez, au début, on comprend que Jacominus donne rendez-vous à la femme qu'il aime, et on va suivre la femme qu'il aime à travers toute la ville, en fait, jusqu'à son arrivée à un endroit précis où il attend de lui dire quelque chose. Et en fait, on veut savoir ce qu'il veut lui dire, quoi. Et le problème, c'est que je vous dis, comme il faut prendre son temps pour tourner les pages pour pas abîmer le bouquin. On est là, allez, hein, ça y est, enfin il va lui dire, mais non, mais allez, dis-lui. Voilà, donc c'est hyper, presque interactif en fait comme lecture. L'histoire est tendre, c'est mignon, c'est un monologue en fait. Franchement, le travail sur ce bouquin, c'est juste impressionnant. Ils étaient en rupture de stock pendant un certain temps, mais Sarbacane en a réimprimé, donc ils sont désormais de nouveau disponibles si jamais ça vous intéresse. C'était vraiment chouette, je suis contente de l'avoir lu. Et du coup, ça m'a permis de compléter la catégorie 3, je crois, 2 ou 3, du menu 3. C'était Sarah Bernard, Monstre Sacré, pour laquelle il fallait lire du théâtre, de la dramaturgie je crois, ou bien quelque chose en lien avec l'art, et j'avais casé cette lecture en art parce que l'illustration, le dessin étant de l'art, voilà, c'est pour moi ça collait parce que je voulais absolument le caser, et puis de toute façon je voyais pas quoi mettre d'autre dans cette catégorie, mais comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la semaine, j'ai une édition maintenant de Roméo et Juliette, donc s'il me reste encore un peu de temps, et je pense qu'il me restera un peu de temps, peut-être que je caserai Roméo et Juliette en plus. Mais c'est pas sûr, je pense qu'il est probable que je conserve plutôt cette pièce pour un éventuel prochain challenge, dans lequel il faudrait lire du théâtre ou ce genre de choses. Je vais couper le vlog ici. J'ai pas commencé du coup la guerre du pavot, mais je commencerai ça ce soir, je pense, tranquillement. Je vais tranquillement enregistrer ma lecture de Midi Pile. J'ai noté le prieuré de l'Oranger dans Copile, donc je vais pas revenir sur mes impressions, hein, je vous en ai parlé toute la semaine, donc je pense que vous avez compris un peu ce que j'en pense. Il se retrouve avec une note finale de 5 étoiles sur Goodreads et 18 sur 20 sur Livre Addict, mais c'est un bon gros 18, je crois qu'on est à 18,67, quelque chose comme ça, donc presque 19. Pas un coup de cœur, mais j'ai adoré. Et du coup j'ai très hâte de lire The Bone Season qui va sortir à la fin de l'année, là, enfin qui va ressortir à la fin de l'année aussi chez De Saxus. Voilà, j'ai très hâte. Donc, je vais vous laisser là. Je vais monter ce vlog parce que ça va me prendre un certain temps et je voudrais quand même que vous l'ayez demain. Donc là, comme il est que... Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il soit si tôt. C'est cool. C'est vrai qu'on avait 1 heure en plus aujourd'hui, donc pour le coup, je suis assez contente. Je me suis préparée du thé, donc je vais commencer le montage tout de suite. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour éventuellement un nouveau vlog ou une autre nouvelle vidéo. Et voilà. Ciao.